Merci d'être en grand nombre cet après-midi pour ce rendez-vous. En fait, le Cercle de presse vous propose une grande ronde. Nous allons recevoir cet après-midi les trois candidats plutôt à la chefferie du Parti québécois. Exact. Et c'est ça, ça va durer. Ça va durer 30 minutes chaque. On va demander à chacun des candidats de parler d'abord 5 minutes et ensuite, je vous lance donc le micro. Vous êtes vous-même libre des questions. Pour ceux qui ne connaissent pas la formule du Cercle de presse, c'est une institution. Le Cercle, ça dure depuis 40 ans et c'est vraiment une formule libre. Donc, les journalistes peuvent poser les questions qu'ils veulent aux intervenants présents. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole tout de suite à Alexandre Cloutier, député de Lac-Saint-Jean, qui va nous parler de 5 minutes. Première question ensuite à Kate Tremblay de TVA et ensuite à Catherine Paradis de Radio-Canada. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Évidemment, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vendredi, ça va faire exactement 200 jours que j'ai annoncé ma candidature au poste de chef du Parti québécois. Je l'ai fait sur le bord du lac Saint-Jean, accompagné de ma conjointe. 200 jours, ça représente exactement 6 fois une campagne électorale ordinaire. J'ai construit cette course au leadership, idée par idée, morceau par morceau, pierre par pierre, et le mouvement n'a cessé de croître. Je tiens à remercier les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour leur solidarité. J'ai eu la chance de recevoir des appuis nombreux depuis le début de cette course. J'ai eu la chance d'avoir l'appui d'anciens collègues députés comme Stéphane Tremblay, Jean-Marie Claveau, Benoît Laprise, Sébastien Gagnon et Claude Patry. J'ai réussi également à obtenir l'appui de personnalités du monde syndical. Je pense entre autres à Marc Maltais, à Jean-Marc Crevier, de même qu'à Michel Potvin. J'ai même réussi à aller chercher aussi l'appui de d'autres gens qui sont moins naturels, je dirais, au Parti québécois, comme des anciens candidats de l'Action démocratique du Québec dans le comté de Lac-Saint-Jean. Je pense ici à Jocelyn Fradette, ou même au président de la CRE et l'actuel préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean, M. André Paradis. On l'oublie, mais la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean représente 10 % du membership pour l'ensemble du Parti québécois. Et ce sont les membres du Parti québécois qui vont faire la différence pour le deuxième tour. Si j'ai un appel à faire aux membres du Parti québécois, c'est que j'ai besoin d'un appui fort de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour me permettre de devenir le prochain chef du Parti québécois. Dans cette course au leadership, c'est moi qui ai le plus d'expérience parlementaire de tous les candidats actuels. J'ai été ministre du gouvernement, j'ai fait 4 élections au sein de notre formation politique, j'ai été ministre responsable du Nord du Québec ainsi que la région de la Côte-Nord, et j'ai extrêmement hâte de devenir le prochain chef de l'opposition officielle pour que Philippe Couillard réponde de ses actes, et particulièrement les coupures qu'il a faites dans les régions. J'ai fait la démonstration pendant la course qu'il est possible de faire de la politique constructive, de rallier des gens à l'extérieur de notre formation politique. Je suis le candidat qui est le plus à même à aller chercher des gens qui, pour toutes sortes de raisons, ont fui le Parti québécois et ont décidé de nous déserter. Je rappelle qu'on doit sortir du sec du 25 % d'appui que nous avons eu aux dernières élections. On doit sortir des sentiers battus. On doit sortir uniquement des appuis que nous avons eus jusqu'à maintenant. Et je suis extrêmement fier d'avoir réussi à élargir le courant. Je suis allé chercher l'appui de nombreux artistes, comme vous le savez, des Vincent Gratton, des Louis-Jean Cormier, des Michel Rivard. J'ai reçu l'appui de milliers de jeunes partout à travers le Québec. Hier encore, il y avait une lettre d'appui dans le journal Le Devoir de plus de 500 personnes. J'ai non seulement réussi à rallier des gens qui votaient pour d'autres formations politiques, mais je suis aussi allé chercher des candidats, carrément des candidats de la Coalition Avenir Québec, du Parti vert, de Québec solidaire et même d'Option nationale. Je présente aux militants du Parti québécois une vision qui est clairement progressiste,
qui a remis à l'avant-scène l'éducation comme devant devenir une véritable priorité nationale. J'ai proposé un virage vers l'électrification des transports important. Je suis aussi le candidat des régions. J'ai reçu l'appui de 3 anciens ministres qui avaient le portfolio des régions, François Gendron, Henri Lemay et Gaétan Lelièvre. C'est important pour moi de défendre les régions, d'avoir des propositions concrètes. À mon point de vue, il y a 3 grands défis. Celui du défi de la démographie, d'avoir des infrastructures de qualité, ainsi qu'avoir des instruments de développement économique d'importance. J'ai proposé des bourses à la mobilité des étudiants pour que nos institutions scolaires soient remplies. J'ai proposé de rembourser les frais de scolarité pour les étudiants étrangers qui décident de choisir d'installer leur famille dans les régions. J'ai choisi de proposer une politique nationale du transport pour régler des problématiques d'accès au port, pas juste à Saguenay, mais à Sept-Îles ainsi qu'à Gaspé, et réintroduire des mesures de développement économique que le gouvernement actuel a coupées. Et là, je vois la présidente qui me fait signe. Je vais simplement conclure en disant que les membres du Parti québécois ont un choix extrêmement important à faire et que voter pour Alexandre Cloutier, c'est voter pour un Parti québécois qui saura se réformer, qui saura aller chercher des gens à l'extérieur de notre formation politique et qui sera aussi respectueux de nos racines, c'est-à-dire un parti qui est progressiste, proche du monde, proche des travailleurs, proche des gens, et un parti qui a une approche nouvelle sur l'indépendance du Québec, bien de son époque, qui place les citoyens au cœur de sa démarche. Il reste 3 jours avant la fin de cette campagne. J'ai lancé ma campagne au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je la termine demain soir au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec un dernier grand rassemblement. Et j'invite toute la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean à venir me rencontrer demain soir pour ce grand rassemblement. Et je vois les travailleurs locaux qui sont avec nous aujourd'hui. Et je tiens à vous réitérer que vous avez mon appui entier. 6 minutes 30. Je vais devoir être équitable avec les 2 autres par la suite. Kate Tremblay, de TVA. Vous venez de souligner la présence justement de travailleurs en lock-out depuis maintenant plus de 2 ans. La question que je voudrais vous poser, qu'est-ce que les libéraux peuvent faire de plus, peut-être que ce que le Parti québécois n'a pas fait au moment où le conflit a été déclenché quand même il y a plus de 2 ans maintenant? C'est quand la dernière fois que vous avez vu un représentant du Parti libéral aller voir les travailleurs, aller exprimer leur solidarité? J'ai envie de vous poser la question. Quand vous avez vu Sam Hamad, quand avez-vous vu Philippe Couillard aller vous serrer la main, vous encourager, rappeler que c'est important de régler ce conflit? La réalité, c'est qu'il n'y a eu aucune solidarité d'exprimer. C'est un conflit qui divise la région, qui fait extrêmement mal sur le plan économique. Il y a des familles qui sont prises dans ce scénario qui est extrêmement déplorable. Je rappelle que d'autres régions, d'autres garages ont réussi à signer des conventions collectives. On doit négocier. Et pour moi, la deadline, c'est celui du sommet régional. Et je ne vois pas comment le premier ministre peut se présenter sans s'être assuré que la négociation était menée à terme pour qu'une fois pour toutes, ces gens-là puissent recommencer à travailler normalement et dignement. Mais quand même, le premier ministre disait en fait que son gouvernement envisageait toutes les solutions possibles actuellement. Est-ce que vous êtes pour une intervention justement du gouvernement dans ce dossier-là? Je pense que la pression doit monter, qu'on doit sentir effectivement qu'il y a une obligation de négocier. Je me réjouis de la reprise des pourparlers. Je suis allé ce matin rencontrer les travailleurs à nouveau. Il y avait un autre rassemblement à Alma un peu plus tôt aujourd'hui. Et je me réjouis de voir que les négociations sont reprises. Maintenant, ce que je veux, c'est un résultat pour qu'on règle. Catherine Paradis de Radio-Canada. Ensuite, Laval-Gagnon. Bonjour. Vous parliez d'un 2e tour. Quel message, quel signal ça envoie dans cette course-ci, le fait d'avoir un 2e tour? C'est qu'au deuxième tour, tout est possible. Et comme la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle est extrêmement importante pour notre formation politique, ce sont les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui vont grandement influencer à savoir s'il y aura ou non un 2e tour. J'invite les membres de notre région à exprimer leur solidarité, à m'appuyer. J'ai vraiment besoin de vous. J'ai vraiment besoin que la région soit derrière moi
pour pouvoir devenir le prochain chef du Parti québécois. Et je suis sûr que les gens de la région, comme ils l'ont toujours fait, vont m'appuyer. Et je tiens à remercier d'ailleurs ceux et celles qui ont pris leur carte de membre. On a triplé notre membership dans Lac-Saint-Jean. Il y a plus de membres dans le comté de Lac-Saint-Jean que si vous additionnez le comté de M. Pellado, le comté de Mme Ouellette, le comté de M. Drainville et le comté de M. Lisée. Ça vous donne une idée de l'appui que les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou certainement les gens du Lac-Saint-Jean, et plus généralement l'ensemble de la région. Laval-Gagnon, ensuite Jocelyn Proulx de Radio-Canada. Oui, M. Cloutier, la plupart des observateurs disent que vous avez mené une campagne exceptionnelle. Plusieurs ont loué vos qualités personnelles, l'intérêt de vos idées, votre vision et tout ça. Il y a un aspect, par contre, qui a suscité des commentaires ou une certaine controverse, c'est le fameux point là, de cueillette d'1 million de signatures pour enclencher un processus référendaire. J'ai vérifié sur votre site Internet, votre site Facebook aujourd'hui, et cet aspect-là est un peu tenu sous silence parce que et je vous cite au texte, là, vous dites que pour être élu, vous demandez d'être élu pour faire le pont entre les générations d'appui et rallier les 3 millions d'appuis dont nous avons besoin pour faire l'indépendance. Est-ce qu'on peut voir là dans votre présentation que vous avez mis un peu, excusez-moi l'anglicisme, en fade-out votre proposition d'1 million de signatures et vous revenez à une approche un peu plus classique, dans le fond? Non, pas du tout. Au contraire. Je souhaite que les citoyens soient au cœur de la démarche. Ce que je souhaite, c'est que nous définissions un projet de société. Une fois qu'on aura défini ce projet de société collectivement, lors de l'élection du prochain chef du Parti québécois, nous créons la plus importante mobilisation populaire de l'histoire du Québec. Pour moi, le registre national n'est rien d'autre que la mise en bouche pour nous permettre d'avoir notre pleine liberté, pour aller chercher le 3 millions que vous faites référence pour gagner. Exactement ça. Oui, c'est pour ça que le million, pour moi, n'est rien d'autre que la mise en bouche, c'est-à-dire que recommencer à marcher. Ce que je souhaite, c'est que notre projet soit partagé avec les travailleurs, avec les gens, puis qu'ensuite, ça soit la population québécoise qui le porte pour, en bout de course, gagner. Mais l'approche que j'ai sur la souveraineté fait partie des réformes importantes que j'ai proposées. Le Parti québécois est en train d'opérer un certain virage sur la question de l'indépendance au pétrole. Anticosti, la fracturation du pétrole de schiste sur Anticosti, c'est une erreur. Je l'ai dit, et je pense que nous n'avons pas les connaissances technologiques. Mais vous savez quoi? Je suis persuadé que le Parti québécois, c'est là qu'il va aller. Lorsque j'ai dit que sur la question de la Charte des valeurs, on devait avoir une approche qui est plus consensuelle, tous les autres candidats de la course au leadership se sont tous ralliés à ma position. Je suis extrêmement fier d'avoir mené ces combats-là, que je vais gagner. Et vous savez quoi? Je vais aussi gagner celui-là sur le registre national. Donc, Jocelyn Proulx de Radio-Canada et ensuite Annie-Claude Brisson du groupe Antenne 6. M. Cloutier, on connaît l'importance historique du Parti québécois, du Saguenay-Lac-Saint-Jean au sein du Parti québécois depuis 1976, les premiers élus. Puis, on a abrité un premier ministre dans les années 90, Lucien Bouchard, dans Jonquière, etc., etc. Il y a toujours eu beaucoup d'influence du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le Parti québécois. Ben, aujourd'hui, on n'abrite pas un premier ministre du Parti québécois, on abrite un premier ministre libéral. On a un autre comté libéral de l'autre côté. Est-ce que le Saguenay-Lac-Saint-Jean a encore une influence importante au sein du Parti québécois? Alors, moi, je vous propose de choisir le chef de l'opposition officielle au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en plus du premier ministre actuel. Et je vous propose également de remplacer le premier ministre du Parti libéral par un premier ministre du Parti québécois. Et c'est exactement ce que je demande à la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et non, le Parti québécois est en pleine progression. Pensez-y 2 minutes, là. Juste dans mon comté, là, j'ai triplé le nombre de membres. Et je suis persuadé que dans le comté de Lac-Saint-Jean, il y a plus de membres que dans les 5 comtés du Parti libéral du Québec. Là. Puis je suis prêt à ouvrir les cahiers. Puis je demande au premier ministre de faire la même chose avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le Parti libéral du Québec.
je pense qu'on serait surpris de voir à quel point ils ont peu de membres. Mais ce que je pense que Jocelyn Proulx voulait dire aussi, c'est comparé à autant de Lucien Bouchard, il y a quand même moins de membres ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, non? Très sincèrement, il faudra revoir en 1997, 1996, mais pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on doit être... Écoutez, là, on est presque à 3 000 au Lac-Saint-Jean. 3 000 membres, là, c'est beaucoup de monde, ça. 3 000 sur 40 000 électeurs, là, on est presque à 10 des électeurs membres de notre formation politique, c'est énorme. La région reste très forte. C'est pas la région. On a d'autres endroits ailleurs au Québec où c'est plus problématique, mais la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean reste une région très forte. Bien, pensez-y, on présente 3,7 de la population, on a 10 du membership. Sans du long. Annie-Claude Brisson du groupe Antenne 6, ensuite Pierre-Paul Biron du Journal de Québec. Il y a eu un certain cri de cœur, un appel au régionalisme quant aux appuis qui allaient se faire. Vous avez recensé certains noms, mais en quoi ça a pu modifier la stratégie de campagne, justement, de ne pas voir l'appui de Sylvain Gaudreault, celui de Denis Trottier, qui a été questionné à maintes et maintes reprises? D'abord, Denis a décidé de financer ma campagne, ce qui est pour moi aussi un élément important de cette course au leadership. Pour ce qui est de mon voisin Sylvain Gaudreault, écoutez, on est dans une course, c'est normal que nous ne soyons pas unanimes. Par contre, moi, j'ai aucun problème avec mon voisin de Jonquière. C'est avec mon voisin de Roberval que j'ai envie de vraiment mettre les différences sur la table. Donc, Pierre-Paul Biron du Journal de Québec et ensuite Bertrand Tremblay. M. Cloutier, le Parti québécois souvent été reconnu comme le parti de la division. La course tire à sa fin. On peut parler maintenant de l'après-course. Est-ce que vous craignez, gagnant ou perdant cette course à la chefferie-là, est-ce que vous craignez l'ambiance au sein du parti, les divisions? Parce qu'il y a des décisions qui ont été prises par certains membres du parti durant cette course-là qui n'ont pas fait plaisir à d'autres. Comment vous anticipez l'ambiance au sein du parti après cette course-là qui va créer quand même beaucoup de déchirement? Bien, c'est-à-dire que c'est une course au leadership. C'est l'occasion donc de débattre entre nous. Mais d'abord et avant tout, c'est l'occasion de renouveler notre formation politique et de s'assurer que le Parti québécois soit apte à aller chercher des appuis au sein de la population, au-delà du 25 % que nous avons eu. Je ne suis pas du tout inquiet de l'après. On est dans un processus normal. Mais si j'ai une fierté dans cette course, je vous mets au défi de trouver une citation que j'ai dit de trop, un mot de trop. C'est important pour moi d'élever la barre, jamais tomber dans les attaques personnelles, pas tomber dans le tirage de boîte et faire de la petite politique. Je me suis imposé un rythme à partir d'idées constructives, positives. C'est comme ça que vous me connaissez de toute façon ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je n'ai pas changé mon style pour une campagne au leadership national. Bertrand Tremblay, ensuite Kate Tremblay de TVA. Monsieur Cloutier, est-ce que l'intention de Rio Tinto de retirer le nom d'Alcan vous inquiète à long terme? Et deuxièmement, est-ce que les PME, sur le plan économique, est-ce que les PME ont raison de lancer un cri d'alarme au gouvernement à l'approche du sommet économique? Bon. Pour ce qui est de Rio Tinto, Alcan, ils ont une responsabilité de maintenir le nom Rio Tinto Alcan. Lorsque le gouvernement nous a présenté l'entente de continuité signée en 2006 avec Alcan, on nous avait assuré lors de la vente d'Alcan à Rio Tinto que la nouvelle entité, et c'est entre guillemets, puis vous pouvez le retrouver dans le communiqué émis par le ministère du Développement économique à l'époque, on nous parle de la nouvelle entité juridique Rio Tinto Alcan, et c'est une expression qui est utilisée entre guillemets. Ensuite, on définit concrètement qu'est-ce qui doit se retrouver au siège social de Rio Tinto. Puis là, on définit toutes les différentes sections qu'on va retrouver chez Rio Tinto Alcan. Alors moi, ce que je demande au premier ministre, c'est qu'il émette un avis de conformité quant aux intentions de Rio Tinto Alcan par rapport aux obligations qu'ils ont signées dans l'entente de continuité. Et j'exige du premier ministre qu'il mette carte sur table et qu'il explique. Ce qui m'a estomaqué tout à l'heure, c'est les commentaires du ministre du Développement économique, ministre des Ressources naturelles. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il a carrément dit qu'il ne connaissait pas l'entente.
Non, mais je vous le dis qu'il a dit ça, je vous le jure. Il a vraiment dit ça publiquement, qu'il ne connaît pas l'entente de continuité, alors que c'est évidemment dans l'entente de continuité qu'on retrouve les garanties. Alors, je demande donc au gouvernement d'émettre un avis, de protéger les emplois, de défendre les emplois, de défendre nos sièges sociaux au Québec, de défendre une des entreprises qui était notre fierté régionale. Mais je veux juste être clair là-dessus. C'est une erreur. On n'aurait jamais dû laisser Alcan filer aux mains d'entreprises étrangères comme c'est le cas à l'heure actuelle. On ne s'y retrouve plus dans le processus de décision et est en train d'arriver exactement ce qu'on a dit qu'il allait s'arriver, c'est-à-dire l'effritement de la prise de décision à partir du Québec. Puis le siège social qu'on nous avait promis semble devenir un siège social qui va devenir une coquille vide. Puis l'entreprise Rio Tinto Alcan qu'on nous avait promis est en train de devenir Rio Tinto. Toutes des inquiétudes qu'on avait soulevées à l'époque qui, malheureusement, sont en train de devenir réalité. Ce qui concerne les PME... Oui, pardon. Pour ce qui est des PME, oui, ils ont raison. Évidemment, il y a un ralentissement économique, à la fois le développement du Nord. Moi, j'ai beaucoup d'espoir sur l'usine d'extrusion qui se trouve à Alma pour la manipulation de l'aluminium dans notre région. Je vois là une source de diversification, pas une planche de salut, mais certainement un élément nouveau d'infrastructure qui va nous permettre de davantage nous développer. Pour ce qui est des PME, encore une fois, ça nous prend aussi des infrastructures de qualité. L'accès au port de Saguenay est une réelle problématique. Les chemins de fer sont une réelle problématique. Mais je salue la tenue du sommet. C'est des enjeux qu'on va pouvoir discuter en profondeur. Je rappelle que c'est une initiative de notre formation politique. Il est grand temps dans notre région qu'on se regarde entre les yeux puis qu'on partage les priorités qu'on devrait se donner. Donc, Kate Tremblay de TVA. Oui, M. Cloutier, on a appris que, en fait, M. Pierre-Carl Péladeau va tenir un grand rassemblement ce soir. Il conclut ça au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le comté de Jonquière. Y voyez-vous une pointe de provocation? Comment le voyez-vous? Bien, je vous avoue que je suis surpris, mais en même temps, je veux dire, c'est un choix qu'il fait. Mais j'imagine qu'à quelque part, je devrais peut-être aussi m'en réjouir, parce que s'ils ont identifié notre région comme l'endroit où ils devaient passer le plus de temps, c'est peut-être aussi parce qu'ils sentent le besoin de davantage rencontrer les militants. Ceci étant dit, je suis extrêmement fier de la campagne et des différents appuis que j'ai réussi à obtenir dans notre grande région. Mais vous savez quoi? La solidarité, moi, je la sens. Quand je me promène, partout où je vais, les gens sont incroyables. Tout à l'heure, j'ai rencontré les travailleurs. Je sens vraiment une solidarité, mais même, c'est plus que ça. C'est des encouragements, des tapes dans le dos, puis les gens me disent de continuer puis de ne pas lâcher. Puis honnêtement, il n'y a jamais été question pour moi de lâcher. Puis souvenez-vous, là, je partais extrêmement loin, mais j'ai vraiment construit morceau par morceau, pierre par pierre, puis ça fonctionne. Normand Boivin, du Journal Le Quotidien. Et ensuite, j'attends vos questions. Vous n'êtes pas habitué à des réponses courtes, hein? Écoutiez, quand Mario Dumont a commencé en politique au début des années 90, il a eu beaucoup de difficultés à s'attacher de son image de jeunesse. Ouais. Ça y a venu, je pense, tout le long de la carrière. Puis, dans votre cas, j'ai entendu des commentaires souvent à la radio où on vendait vos idées de la part de citoyens, notamment. Mais on faisait vraiment état de votre jeunesse, à tort ou à raison. C'est peut-être bien une question d'image. Mais vraiment, est-ce que vous croyez que ça a pu vous nuire lors de cette campagne-là, l'espèce d'image de trop jeune pour être un premier ministre sérieux? Alors, comme je le disais tout à l'heure, je suis le candidat qui a le plus d'expérience de tous les candidats que vous allez rencontrer aujourd'hui dans cette course au leadership. Je vais avoir 42 ans aux prochaines élections. Ça va faire 12 ans que je fais de la politique active. J'en serai à ma 5e élection. J'aurai fait 2 investitures, une pour devenir candidat du Parti québécois. On l'oublie, mais il y avait 800 personnes à Alma à mon investiture. J'ai battu Yves Bolduc dans ma première élection en 2007, alors que tout le monde était convaincu que Yves allait gagner. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que au-delà de l'image, ce qui compte vraiment, c'est quoi? C'est le contenu. Ce sont les propositions pour le Québec, puis les mesures qu'on met sur la table.
Maintenant, je n'ai pas fait une campagne d'image, justement. J'ai fait une campagne de proposition ancrée, assise sur du solide. Puis, pour le reste, l'image, bien, écoutez, on vit avec l'image qu'on a. Mais ce que je sais, c'est qu'il me semble qu'à 42 ans, avec la vie professionnelle que j'ai menée, avec la solide formation que j'ai, je me sens tout à fait apte. Mais encore plus important, je vous dirais même l'équipe extraordinaire. Je viens de faire une conférence de presse à Québec ce matin avec François Gendron, Véronique Yvon, en plus des Louise Baudouin, des Louise Harel, de tous ceux et celles qui se sont joints à moi. Si demain matin, je recommençais la campagne électorale, là, au niveau où je suis rendu présentement, on serait capable de remplir des salles de milliers de personnes avec tous les artistes qui nous appuient, puis avec les gens qui se sont joints à nous. Alors, je suis incroyablement fier de ça. C'est vrai qu'on commence, on voit la ligne d'arrivée. Même si ça fait 7 mois que je fais cette course-là, je prendrais peut-être encore un peu de temps, mais je suis encore convaincu qu'on est capable d'y arriver dès vendredi. Donc, Dominique Savard, du Courrier. Monsieur Cloutier, vous avez commencé la campagne à la chefferie avec 6 candidats. Oui. Vous êtes rendu 3. Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que ce changement-là ou cette diminution-là joue quelque chose dans l'issue finale? Bien, inévitablement, la réponse, c'est oui, parce que ça laisse moins de choix. Donc, il y aura un vote qui sera davantage concentré. Mais, tu sais, on m'a souvent posé la question à savoir, si un tel y va, tu vas-tu y aller? Puis, comment tu réagis au fait que M. Pellado soit là? Est-ce que ça t'empêche d'y aller? Ce que je veux tout simplement vous dire, j'ai pas construit ma course en me disant qu'est-ce que les autres allaient faire, s'ils allaient lâcher ou non, s'ils allaient tenir le coup, qui allait être au résultat final. Je me suis lancé dans cette course au leadership pour renouveler le Parti québécois puis rassembler du monde, coûte que coûte. Je me suis dit, souvenez-vous, là, le premier sondage qu'il y a eu, c'était écrit 0 à côté de mon nom. Ça ne m'a quand même pas empêché d'avancer. Puis, vous savez quoi, on est passé de 0 à 1, à 2, à 10, à 8, à 25, puis je ne sais pas à combien on est rendu, mais ce qui est sûr dans mon esprit, c'est que ça monte encore. Alors, peu importe qui est là, qui n'est pas là, qui démissionne, qui lâche, qui critique, qui pense que ça ne sert à rien, je ne suis jamais vraiment badré de ça. Puis lâcher, c'est pas tellement mon genre non plus. Fait que, tout ça pour dire que... Quelconque, dont vous? Dur à dire. Bien sincèrement, avec vous, c'est dur à dire. Je suis incapable de... Il y a Pierre Serré qui a invité les gens à voter pour moi ou Mme Ouellette. Alors, bien malin, celui qui est capable de dire comment se comporte, par exemple, ceux et celles qui avaient appuyé Bernard Drainville. Très difficile. Moi, je sais qu'il y en a qui m'ont appuyé, mais il y en a qui ne veulent juste pas le dire à nouveau publiquement parce qu'ils ont été déçus. Alors, je ne sais pas. Donc, Louis Tremblay du Journal Le Quotidien, et si le reste du temps qui est Tremblay. Question de nature économique. On a vu que les entreprises de la région se faisaient mettre de côté carrément au projet Stornoway depuis le début, et ça continue parce que les emails continuent de rentrer au bureau à d'autres entrepreneurs qui se font mettre de côté. Croyez-vous que le gouvernement du Québec devrait intervenir plus énergiquement dans ce dossier-là, étant donné qu'on a quand même mis 600 millions, là, les Québécois, dans le projet? La réponse, c'est oui. Puis il doit y avoir de la... Tu sais, développer nos ressources naturelles, puis surtout quand ce sont des ressources qui sont non renouvelables. C'est quoi l'avantage? Essentiellement, ce sont les emplois qui sont créés, puis une main-d'œuvre de proximité qui peut travailler et faire fructifier ses avoirs, puis ensuite les réinvestir dans notre région. Il me semble que c'est à la base de l'économie. Puis ça s'appelle de s'assurer, dans le fond, qu'avant de faire du développement économique, on ait notre juste part, puis que les entreprises régionales et locales puissent participer à ça. Moi, je suis pour l'achat québécois. Je suis pour encourager nos entreprises québécoises, mais je vais même plus loin que ça. J'ai même lancé un défi dans cette course au leadership pour que les Québécois consomment 20 $ supplémentaires en produits québécois à chaque semaine. Moi, ce que je ferais si demain matin j'étais premier ministre, je travaillerais beaucoup sur l'identification des produits, incluant dans le commercial, pour bien identifier ce qui est produit au Québec, pour que les gens sachent, quand ils consomment, qu'est-ce qui est fait chez nous et qu'est-ce qui n'est pas fait chez nous. Il nous reste 2 minutes. T'aimes ça, Kate, toi, être la dernière? Vas-y. Peut-être une question un peu plus sur le plan personnel ou votre état d'esprit, M. Cloutier. Peut-être qu'on se trompe, là, mais on se parlait, moi et mon collègue, et on a l'impression que vous êtes un peu fatigué. Vous avez quand même mené une campagne de 200 jours, c'est pas rien. J'aimerais que vous me parliez de votre état d'esprit
Soulagé que ça se termine ou vous auriez encore continué sur cette lancée? Comment vous vous sentez? Bien, d'abord, je vais être soulagé quand je vais avoir gagné. Puis je ne lâcherai pas le morceau tant et aussi longtemps que je ne gagnerai pas. Tu sais, je n'ai pas fait cette course-là pour être bon deuxième. Je l'ai faite vraiment pour gagner puis pour réussir. Parce que les idées que j'ai mises sur la table, j'y crois profondément. Puis si je ne suis pas choisi, ça va être beaucoup plus difficile pour moi de les mettre en œuvre. Alors, je mène cette campagne-là. C'est vrai, on fait un blitz final, je vous l'accorde. On fait des trucs complètement surréels en ce moment, genre aller faire un 5 à 7 à Montréal pour en faire un autre dans le Bas-Saint-Laurent pour mieux dormir à Québec puis aller saluer les enfants à la garderie. C'est le genre de choses que je fais présentement. C'est sûr, on fait vraiment des milliers de kilomètres. Mais en même temps, c'est sur le plan plus personnel, c'est quand même une aventure que je trouve extrêmement importante pour le Québec, puis je suis fier de l'avoir faite. Mais ma fierté va être comblée vraiment si je gagne. Parce que si je ne gagne pas, je ne ferai pas de cachette, ça va être une déception. C'est sûr que ça va être une déception. Parce que je veux mener à terme les projets que j'ai mis sur la table. Puis je suis convaincu que ça serait tout qu'un virage si on me donnait la chance de gouverner le Parti québécois. Puis je le ferais avec des gens fantastiques comme Véronique Yvon, puis des vieux sages comme François Gendron. Sur ce, merci beaucoup, M. Cloutier, Merci d'avoir fait l'aller-retour au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour participer au Cercle. Merci à vous, les journalistes qui avez collaboré là, tout au long de cette course au leadership. Et bon après-midi, tout le monde. Alors, nous sommes rendus à notre deuxième cercle en peu de temps. Il va durer 30 minutes encore pour ceux qui se joignent à nous via le web. Je rappelle que c'est une formule unique, le cercle de presse, où les journalistes peuvent poser n'importe quelle question qui leur passe par la tête. Ça dure depuis 40 ans. On en est bien fiers, nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que c'est une institution qui est unique, en fait, au Canada. Donc, on a avec nous Martine Ouellette, et elle va pouvoir s'adresser à vous pendant 5 minutes, après quoi je vous donne la parole. Bien, merci. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Premièrement, permettez-moi de vous saluer, l'ensemble des journalistes du Cercle de presse du Saguenay. Vous me permettrez aussi de saluer les travailleurs des concessionnaires automobiles qui sont en lockout, les travailleurs, les travailleuses qui sont dans la salle aujourd'hui, mais aussi à l'extérieur que j'ai eu l'occasion de saluer. Vous savez, pour la course à la chefferie du Parti québécois, nous sommes dans le dernier droit. Il nous reste une semaine plus une semaine. Beaucoup d'effervescence. Et avec mon équipe, on a vraiment fait une solide campagne d'idées pour le Québec avec le développement économique intelligent en appuyant sur l'électrification des transports. Vous le savez, pour la région, ici, à quel point l'électrification des transports, on fabrique au Québec un des meilleurs moteurs électriques, TM4, mais ça prend aussi l'aluminium. Donc, vous êtes une des régions importantes productrices d'aluminium. Puis on reviendra sur Alcan un petit peu plus tôt avec ce qui est sorti aujourd'hui. Donc, l'électrification des transports, ça, c'est du développement économique intelligent. Le projet d'Énergie-Est, ça, c'est insensé de transformer le Québec en autoroute d'exportation des sables bitumineux. Je sais qu'ici, on est un petit peu plus loin du chemin du pipeline, mais ça va toucher l'ensemble du Québec, ce projet-là. Des propositions aussi pour des régions fortes. Je ne sais pas si vous avez vu toutes les propositions que j'ai déposées pour les régions. Donc, entre autres, peut-être ça va vous intéresser plus particulièrement, des bureaux d'information régionaux avec Télé-Québec Information, une chaîne québécoise, pan-québécoise d'information en continu, branchée sur les régions, mais aussi ouverte sur le monde. Des fonds de diversification économique, parce que vous le savez, il faut que le tissu industriel, le tissu économique des régions soit diversifié pour qu'on soit capable de traverser les cycles, par exemple, des ressources naturelles. Donc, des fonds de diversification économique, 1 milliard sur 10 ans, un peu à l'image de ce qu'on a fait dans le centre du Québec, Mauricie, et pour créer 30 000 emplois à travers le Québec. Des propositions sur l'agriculture et en particulier sur la relève agricole et l'accaparement des terres. On sait que c'est deux sujets qui vont ensemble. Donc, du capital patient pour la relève agricole et contrer le phénomène de financiarisation des terres. Je sais que c'est un phénomène qui est présent ici et pour moi, c'est un phénomène qui est extrêmement inquiétant parce qu'on ne veut pas au Québec être un peuple de locataires de nos terres agricoles. On veut être un peuple de propriétaires. L'alimentation, c'est la base de la vie. C'est essentiel que nous conservions la propriété de nos terres agricoles. Des propositions aussi sur la santé.
Ça touche tout le monde. Donc, des cliniques d'infirmières, moi j'ai visité la clinique à Québec, SABSA, des cliniques d'infirmières à l'intérieur des CLSC ouverts 24 heures sur 24, 7 jours par semaine pour répondre aux besoins de première ligne. On sait que c'est 85 qui sont des besoins de première ligne. Des propositions sur l'éducation, matériel scolaire gratuit, primaire, secondaire, 350 $ dans la poche d'une famille de 2 enfants, des propositions sur la culture, sur les travailleurs, la classe moyenne. Donc, on a vraiment développé une vision claire de l'avenir du Québec, une vision social-démocrate verte que j'appelle aujourd'hui en 2015. Je crois que c'est incontournable. Et moi, j'ai une vision très pragmatique. Je suis ingénieur mécanique de formation. Donc, comment prendre des idées, les concrétiser sur le terrain? J'ai fait ça dans ma carrière professionnelle. Vous savez, j'étais 20 ans chez Hydro-Québec. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de venir souvent dans la région ici, étant donné que vous avez plusieurs gros clients industriels. Et donc, c'est ma force de pouvoir concrétiser des idées et à ce moment-là, de rejoindre la droite et la gauche. Mais pour ça, il faut réaliser l'indépendance du Québec. C'est incontournable. On a besoin de tous nos moyens, 45 milliards. On a besoin de voter toutes nos lois, de signer nos traités internationaux parce qu'avec la mondialisation, la globalisation. Et pour moi, l'ambiguïté du Parti québécois des 10-15 dernières années a divisé le mouvement indépendantiste. Et c'est pour ça que je veux recentrer le Parti québécois sur l'indépendance et la social-démocratie verte avec une approche qui est très transparente, très claire, de réaliser l'indépendance dans le premier mandat. Ça nous donne 7 ans, c'est amplement suffisant. Et je suis la seule candidate, c'est quand même assez surprenant, au Parti québécois qui s'engage à réaliser l'indépendance dans le premier mandat. Et pour moi, les stratégies, que ce soit la stratégie d'un registre, qui est d'ailleurs une vieille idée, nous fait faire juste un détour et c'est une autre façon de ne pas s'engager encore. C'est de trouver une façon de ne pas s'engager à réaliser l'indépendance. Et la même chose, la stratégie de garder le secret d'ici 2018 ou de se décider juste 6 mois avant. On ne pourra pas mobiliser les gens avec un secret, on ne pourra pas rassembler. Et moi, le rassemblement du mouvement indépendantiste, je ne fais pas juste en parler. Il est déjà en cours, il est déjà commencé. J'ai réuni, oui, les gens du Parti québécois, mais aussi des gens d'Option nationale avec Nick Payne, l'ancien président d'Option nationale, l'ancien président du Parti vert du Québec, des gens de Québec solidaire, des centrales syndicales, 4 centrales syndicales qui m'appuient. Donc, refaire cette grande coalition indépendantiste et social-démocrate, parce que vous savez, la seule façon de bloquer le Parti libéral du saccage qu'ils sont en train de faire du Québec, du CPE au PME, c'est de travailler ensemble, parce que diviser pour régner, ça, c'est une vieille tactique, vieille comme le monde, et ça fait bien plaisir aux fédéralistes, mais ça fait en sorte qu'on ne réussira pas à battre les libéraux si on continue à se diviser. Fait qu'il faut travailler ensemble, et je crois que je suis la candidate qui incarne le mieux l'essence même du Parti québécois. Ça fait 28 ans que je suis au Parti québécois. Je suis aussi la mieux outillée, la candidate la mieux outillée, la mieux placée avec tout le bagage que j'ai, tant en développement économique qu'en connaissances environnementales, qu'en expérience de gestion. J'ai géré Hydro-Québec, j'ai été ministre des Ressources naturelles, un des plus gros ministères du gouvernement. Je connais l'État et j'ai fait beaucoup de réalisations comme ministre des Ressources naturelles, fait que je peux vous dire que j'ai eu à travailler souvent dans les coins, hein, comme on dit, pour réussir à scorer. Et donc, j'ai développé très rapidement une très bonne connaissance de l'État. Je suis la candidate la mieux placée pour devenir chef du Parti québécois et bloquer le saccage libéral et de travailler à rassembler pour que dans 3 ans, le Parti québécois gagne ses élections. Et j'ai tous les outils en main aussi pour être première ministre. Donc, voici, je pense que j'ai le goût de donner le message aux membres du Parti québécois qui ont un choix important à faire. Nous sommes 3 candidates avec des positions différentes et leur choix va déterminer l'avenir du Parti québécois et plus que ça, l'avenir du Québec également. Et j'espère pouvoir compter sur leur appui. Merci beaucoup. J'ai donné 6,30 et quelques poussières à Mme Ouellette pour être équitable. Donc, on commence avec Dominique Savard du Courrier du Saguenay, ensuite Laval Gagnon et Louis Tremblay du Journal Le Quotidien. Je vais poser la même question que j'ai posée à votre prédécesseur, probablement au futur, pour savoir si vous avez la même opinion. Vous avez commencé la campagne avec 6 candidats. Il y en a maintenant 3. Est-ce que ça change quelque chose dans votre campagne? Et est-ce que ça avantage aussi un candidat, le fait de passer de 6 à 3? Bien, écoutez,
Si ça ne s'était pas fait avant le premier tour, ça se serait de toute façon fait au deuxième tour. Moi, je veux saluer Jean-François Lisée, Bernard Drainville et Pierre Serré, d'ailleurs, qui me donnent son appui personnel pour la campagne qu'ils ont menée. Je pense que c'est important. Ils ont amené des débats d'idées. Moi, je pense plus on est nombreux sur le terrain, meilleure est la chance d'avoir un deuxième tour. Et moi, je peux vous dire qu'en fonction des informations, mais il faut toujours être prudent avec le pointage, là. Hein, vous connaissez ça. Mais en fonction des informations qu'on a, ce qu'on voit sur le terrain n'est pas du tout ce qui est véhiculé là, par les médias. Et moi, je suis bien confiante qu'on va avoir un deuxième tour. Donc, Laval-Gagnon, ensuite Louis Tremblay du Journal Le Quotidien. Mme Ouellette, quand on vous compare aux autres candidats, il est certain que sur le plan de la social-démocratie, vos affinités avec M. Cloutier sont évidentes, c'est clair, et la plupart des observateurs le voient comme tel. Par contre, quand il s'agit du volet de l'indépendance, on est un peu surpris malgré tout. Puis je regarde votre programme, là, notamment produire un livre Québec pays, mettre en place une constituante, mettre sur pied aussi une consultation rédiger une constitution, etc. Dans le fond, sur ce plan-là, vous vous rapprochez sans doute un peu plus de M. Péladeau qui, lui, bon, on ne peut pas, j'allais dire, le qualifier de social-démocrate, c'est clair, mais toute sa campagne a été axée sur une idée, c'est qu'il était là pour faire l'indépendance du Québec. Et quand on regarde votre programme, vous avez sans doute un terrain d'affinité sur ce plan-là. Évidemment, M. Péladeau n'élabore pas sur... on dit qu'il garde le secret, mais n'empêche qu'il y a peu d'observateurs qui peuvent remettre en doute sa volonté de faire l'indépendance et d'être allé en politique pour la réaliser. Qu'il le fasse d'une façon ou de l'autre, c'est une autre paire de manches. Est-ce que vous n'êtes pas, sur le plan de l'indépendance, plus près de M. Péladeau qu'on pourrait l'imaginer? Bien, écoutez, étant donné son ambiguïté, c'est difficile de dire. Et vous savez, moi, tous les chefs, je suis au parti depuis 86-87, tous les chefs, puis là, bien, M. Parizeau, je peux vous dire, lui, on l'a eu, là, hein? Les fédéralistes ont triché, mais on l'avait en 95. Mais les autres chefs voulaient tous réaliser l'indépendance, mais ils ne l'ont pas fait. Fait que de vouloir, c'est pas suffisant. Il faut s'engager. Et c'est ça qui fait la différence. Et moi, je pense que c'est exactement ça. Dans le fond, la stratégie de M. Péladeau est en droite ligne avec ce qui se fait depuis 10-15 ans, avec ce qu'on a appelé la gouvernance souverainiste. Là, Alexandre était ministre de la gouvernance souverainiste. C'est en droite ligne avec ça. C'est le maintien de l'ambiguïté. Et moi, je crois que c'est exactement ça qui a divisé le mouvement souverainiste, qui nous a amenés à une impasse. Et il faut se sortir de cette impasse-là. Et pour moi, la seule façon, c'est de s'engager à réaliser l'indépendance, d'arrêter d'avoir peur. On est capable. On a 40 d'appui à l'indépendance qui se maintient depuis 10-15 ans, malgré que le Parti québécois n'ait pas été très actif à en faire la promotion. Quand même, un appui plus important à l'indépendance qu'au Parti québécois. Je pense qu'il y a une leçon à tirer de ça. Et c'est en se mettant en mouvement qu'on va augmenter cet appui-là. Si on dit aux gens, c'est dans 15 ans, dans 20 ans, écoutez, les gens vont dire, quand on sera rendu là, vous nous le direz, puis on va s'en occuper, puis on va se mobiliser, mais d'ici ce temps-là, j'ai d'autres choses à faire. Donc là, si on se met en mobilisation, on a 3 ans pour se préparer avant l'élection de 2018, pour après ça, la réaliser. Ça nous donne un total de 7 ans pour réaliser l'indépendance. Plus que ça, là, franchement, à vous dire, là, ça ressemble au programme de Legault qui disait « dans 10 ans, on verra ». Et moi, je pense que c'est urgent qu'on réalise l'indépendance. Je pense des fois, les Québécois ne se rendent pas compte que rester à l'intérieur du Canada, c'est pas du statu quo, c'est du recul, décision après décision, des décisions qui nous font mal. La décision sur, vous êtes peut-être un petit peu loin, mais la décision du péage sur le pont Champlain, je peux vous dire que dans la région métropolitaine, là, ça nuit énormément au développement économique. La décision sur Énergie Est, la signature du traité de Post-Kyoto, c'est Canada qui va aller représenter le Québec. Hey, ça n'a pas de bon sens. Le pays le plus pourri de la planète dans les changements climatiques qui va aller représenter. Nous, on est un leader dans l'électricité verte. Vous êtes bien conscient de ça ici. Un leader dans l'électrification des transports. Et ça va nous faire mal économiquement parce qu'il va y avoir des pénalités qui vont découler de ça. La même chose pour l'accord Canada-Europe. Si c'est le Québec qui avait négocié à la place du Canada,
On aurait protégé nos agriculteurs puis les fromages du Québec au lieu de protéger le bœuf de l'Ouest. Donc, c'est urgent qu'on la réalise. On n'a plus de temps à perdre. Je peux-tu? Je n'ai pas de questions, mais je ne sais pas s'il va y en avoir sur Alcan. Je pense que tout le monde va l'avoir, cette question-là. Allez-y. Je voulais revenir dans mon 5 minutes, mais ça passe tellement vite. Vous savez, moi, j'ai travaillé beaucoup avec les grandes usines, avec les alumineries en particulier. Et ce qui est en train de s'annoncer, pour moi, c'est totalement inacceptable. Déjà, et moi, je peux vous dire, j'ai travaillé avec Alcan avant Rio Tinto et j'ai senti la différence. Je faisais des projets de recherche-développement. Avant ça, ça se décidait ici. Après ça, ça se décidait plus ici. OK? Fait que siège social au Québec, là, si le siège social, il coupe centaines de postes, 170, je pense qu'il y a un nom. 110 entre les deux. Là, écoutez, là, ça devient-tu juste un siège social fictif? Et ça, c'est pas acceptable. Parce que très clairement, je n'ai pas le détail des ententes, mais très clairement, il y a une obligation que le siège social soit au Québec et pas juste un siège social de façade. Et moi, je peux vous dire, je trouve que c'est totalement inacceptable et je trouve que le gouvernement a la poignée à partir des droits hydrauliques pour agir. Parce que ces droits hydrauliques-là sont en lien avec les conditions. Lorsque Rio Tinto a acheté Alcan, on aurait pu se poser la question, je pense que ça aurait été une bonne chose, c'est le Parti libéral qui était là à ce moment-là, là, de savoir c'était quoi les exigences, parce que je peux vous dire que Alcan sans les droits hydrauliques, c'est pas la même affaire, hein? Donc, il y a une très grosse poignée pour pouvoir agir, et moi, je pense qu'il faut que le gouvernement du Québec, M. Couillard, qui est d'ailleurs de la région ici, hein? Je ne sais pas s'il s'en rappelle, là, mais qui est d'ailleurs de la région ici, devrait s'impliquer personnellement dans ce dossier-là. Donc, la question va à Louis Tremblay et ensuite Catherine Paradis de Radio-Canada. Madame Ouellette, concernant l'intervention de l'État, les métallos d'Alma, ils ont demandé au gouvernement du Québec, à votre gouvernement, d'intervenir par rapport aux droits hydrauliques, par rapport au surplus énergie, par rapport à l'énergie qui est vendue en temps de conflit, et vous n'êtes pas intervenu dans le dossier. Quand les partis politiques sont dans l'opposition, ils sont tous supposés d'intervenir, mais quand ils arrivent au pouvoir, bien, ils se font pogner, puis ils signent des ententes secrètes, puis personne n'est capable de mettre la main là-dessus, puis finalement, bien, on ne les connaît pas, les vraies conditions des droits hydrauliques d'Alcan, parce que personne ne nous les donne. Pas plus aux travailleurs qu'aux journalistes, d'ailleurs. Comment allez-vous faire pour essayer de briser ce cercle vicieux-là qui fait en sorte que toute la population est tenue à l'écart de ces négociations-là, ou surtout des droits qu'on donne et qu'on a donnés, parce que ça remonte à 1920, là, c'est loin. Puis, dernière petite question. Commencez-vous à penser à peut-être faire une alliance avec Alexandre Cloutier dans un deuxième tour? Écoutez, moi, comme ministre des Ressources naturelles, j'ai, parce que, bon, vous l'avez dit, là, c'est des choses qui datent, là, j'ai fait le maximum pour rendre les dossiers publics. Et à chaque fois qu'il y avait un nouveau dossier, je l'ai rendu public. C'est moi qui ai réussi à convaincre Pétrolia et Hydro-Québec de rendre l'entente publique. Ça faisait plusieurs années que c'était demandé. Et toutes les études que j'ai reçues, je les rendais publiques. Et je pense que la transparence est un élément très important des engagements que vous demandez. Et pour moi, c'est très clair. Comme première ministre, ce qui s'est passé avec Alma, où Hydro-Québec a été obligé d'acheter à fort prix de l'énergie produite en lockout, c'est inacceptable et ça vient faire un déséquilibre complet des forces. Et j'ai eu l'occasion de discuter de ce dossier-là avec Thierry Vandal et il était d'accord avec moi. Et il y a moyen de travailler des clauses, mais là, c'est sûr que l'entente, elle est signée, là. Hein? Donc, mais il y a des occasions, des fois, qui se présentent et il faut les saisir et de venir modifier dès que possible ces clauses-là pour que ça ne soit plus possible. Et une façon de le faire, on veut non plus pas perdre l'énergie, là, on s'entend, une fois que l'énergie est turbinée, on ne veut pas la perdre, mais il y a moyen de... Hydro-Québec, vous le savez, à grosseur de réseau qu'elle a, elle est capable d'emmagasiner de l'énergie et de la retourner ultérieurement à Alma ou à Alcan. Donc, c'est des moyens qui sont possibles, qui font en sorte qu'on ne perd pas l'énergie parce qu'il y a plusieurs barrages qui sont au fil de l'eau. Là, quand c'est avec réservoir, c'est autre chose, mais quand c'est au fil de l'eau, si l'énergie est turbinée, mais de faire en sorte à ce moment-là qu'il n'y a pas d'avantage pour l'entreprise Rio Tinto Alcan. Et là, ce qui était aussi le comble,
c'est que ce sont les Québécois qui ont payé. Ça, c'est pas possible, là. Ça, il faut régler ça. Sur le deuxième volet, écoutez, moi, je suis, comme je vous dis, très confiante qu'il y aura un deuxième tour et mon pointage me positionne pour faire le deuxième tour. Donc, ça me fera un plaisir si Alexandre et son équipe veulent se rallier à mon équipe. Vous n'avez pas répondu à la question. Je vais finalement me prévaloir de mon pouvoir de présidente. Lequel des deux candidats préférez-vous? Écoutez, moi, je pense que ça prend une démarche claire sur l'indépendance. Et actuellement, l'approche d'Alexandre avec le registre, moi, je pense que c'est le maintien de l'ambiguïté. Un registre d'1 million de signatures, alors que l'appui à l'indépendance récolte à peu près 2,4 millions d'appuis. Moi, je ne vois pas quelle est l'utilité, quel est l'intérêt de travailler à faire signer un registre auprès des gens déjà convaincus. Moi, je pense qu'il faut travailler sur les gens qui ne sont pas convaincus. Pour moi, ce n'est qu'une autre façon d'éviter de se positionner sur la question de l'indépendance dans le premier mandat en remettant ça dans les mains d'un autre groupe. Donc, j'ai, moi, cette ambiguïté-là qui est maintenue tant par Alexandre d'une autre façon par Pierre Karl, je trouve que c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que c'est ce qui nous a divisés dans les dernières années. Donc, moi, je vous dirais, on va faire le premier tour et on aura l'occasion de discuter sur les différents éléments pendant la semaine prochaine. Et ça me fera plaisir. Si vous voulez, on pourra se faire un autre cercle de presse la semaine prochaine pour le deuxième tour. Catherine Paradis de Radio-Canada et ensuite Normand Boivin du Quotidien. Bonjour, Madame Ouellette. Monsieur Cloutier nous disait, se vantait avant vous d'être dans la région où il y a particulièrement beaucoup de membres du Parti québécois. Vous êtes les 3 aspirants chefs à être ici aujourd'hui. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que ça représente, l'électorat régional ici, pour vous, pour gagner? Est-ce que vous avez besoin d'un appui fort des gens d'ici? Comme le disait M. Cloutier, il disait que ça prenait ça pour devenir chef. Est-ce que c'est votre cas? Quelle est l'importance de l'électorat ici pour vous? Bien, écoutez, moi, je vous dis, Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est sûr, c'est un des berceaux de l'indépendance. C'est une région très forte pour le Parti québécois et c'est dans ce sens-là. Moi, je suis venue régulièrement comme députée, comme ministre. D'ailleurs, je suis venue à plusieurs reprises dans la région. C'est aussi une région de ressources naturelles. Et dans ce sens-là, c'est important de rencontrer les membres parce qu'ils sont nombreux ici. Donc, pour moi, c'est ça l'importance des membres dans la région. Et c'est une région importante du développement économique du Québec. Et ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Je trouve que c'est une belle initiative que vous avez eue de nous inviter. C'est une initiative que, en fait, vous ne pouviez pas la refuser non plus. Est-ce que vous êtes... je reprends la question de Catherine. Est-ce qu'il y a vraiment un enjeu au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Est-ce que ça se joue ici, d'après vous, selon vos chiffres? Bien, écoutez, ça dépend des candidats. C'est sûr que pour Alexandre, venant de la région, il vient chercher une grosse base de la région ici. Moi, je suis de Longueuil. Vous savez qu'à Longueuil, on est aussi très péquiste. Monsieur René Lévesque, que j'ai eu l'occasion de rencontrer lorsque j'étais jeune, parce que mes parents étaient militants au Parti québécois, était député de mon comté. Donc, c'est certain que d'où on provient, ça fait une différence, mais c'est certain que pour moi, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est aussi une région importante, mais peut-être que dans le résultat, Alexandre compte plus sur la région ici, étant donné qu'il provient d'Alma. Mais pour moi, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est aussi très importante et je m'adresse aux membres du Parti québécois ici parce que les membres sont très indépendantistes et je suis la seule candidate qui s'engage à réaliser l'indépendance dans le premier mandat. Sans détour, sans tactique, sans faux fuyant, on réalise l'indépendance dans le premier mandat. On se documente, on se mobilise et on a les capacités comme parti avec la société civile, avec les experts, des professeurs qui sont prêts à travailler bénévolement pour nous, de répondre aux questions des pensions, aux questions de l'assurance-emploi. Il faut apporter des réponses aux gens. Pas de réponses... Il y en a là qui
et qui sont déjà convaincus, mais ceux qui ne sont pas convaincus, là, il faut leur apporter des réponses, puis des réponses concrètes. Là. Ça va donner quoi demain matin? Le lendemain où on va se dire oui collectivement, ça va ressembler à quoi? Les gens s'attendent à avoir des réponses. Et moi, je pense qu'on a le temps de préparer ça dans les 3 prochaines années. Et après ça, au gouvernement, d'enclencher le processus pour réaliser l'indépendance. Et oui, ça passe par un référendum, mais il n'y a pas juste le référendum. Parce qu'avant, il faut tout se préparer. Moi, j'ai déjà négocié pour Hydro-Québec comme gestionnaire des contrats jusqu'à 17 milliards sur 35 ans. Bien, quand on s'en va négocier là, avec Ottawa, là, il va falloir être préparé. Moi, quand je négociais ce contrat-là avec les clients, là, je connaissais le client aussi bien que lui. Je connaissais aussi partout sur la planète qu'est-ce qui se passait. Bien, il va falloir connaître Ottawa aussi bien qu'il se connaît lui-même pour être capable d'aller chercher le maximum. Et c'est pour ça que je disais aussi ce matin, on a fait un petit peu cet exercice-là ce matin. Et dans ce sens-là, si les membres me faisaient confiance et je devenais chef du Parti québécois, je pense que Pierre-Carl Péladeau aurait toute une contribution à apporter. Je pense qu'on pourrait recréer le tandem Parizeau-Bouchard. Pierre-Carl pourrait très bien devenir le négociateur en chef auprès d'Ottawa pour aller chercher le maximum d'Ottawa pour le Québec. Parfait. Donc, Normand Boivin, ensuite Jean-François Desaulniers de Radio X. Dans la campagne électorale, puis vous en avez donné un exemple depuis le début. Ici, on parle beaucoup de stratégie référendaire, des plus chauds, des plus froids, des plus vite, des moins vite. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent du pays, par exemple. Les Québécois, ils vont voter pour quoi? Parce qu'actuellement, le PQ, est-ce que vous dites que vous militez depuis plusieurs années, vous reconnaissez-vous encore dans ce PQ-là, le PQ de René Lévesque des années 76, qui était social-démocrate, ou c'est plutôt une CAQ version adoucie, ou un Parti libéral plus? Il y a beaucoup de vos partenaires historiques qui ne se reconnaissent plus dans le gouvernement, dans le PQ actuel, à commencer par des instances comme des organisations syndicales comme la CSN, dont j'assiste souvent au débat, puis j'entends ce qui se dit, puis ils ne se reconnaissent plus dans le PQ. C'est pas pour rien qu'il y a Québec solidaire qui est là, puis ça, on n'en parle pas de ça. La gauche a complètement déserté le PQ, puis il n'y a rien pour l'attirer. Qu'est-ce que vous... Bien, il y en a encore un petit peu, mais si on regarde, par exemple, dans la course actuellement, à part vous, là, la gauche a complètement débarqué de la course. Est-ce que vous reconnaissez vous-même encore dans le PQ? Écoutez, moi, je suis au Parti québécois depuis 28 ans. Le Parti québécois, c'est une diversité. C'est pas monolithique, là. C'est une diversité et c'est une bonne chose que ce soit. Mais moi, je crois qu'il n'y a pas de place à droite pour un 3e parti politique au Québec. On ne gagnera pas, on ne battra pas le Parti libéral sur son propre terrain. Et sur un volet qui n'est pas notre force, on va réussir à battre le Parti libéral sur nos forces. C'est pour ça que je propose, moi, de recentrer le Parti québécois sur la social-démocratie verte et sur l'indépendance. Et j'ai fait ce que personne n'a fait depuis 10-15 ans. Moi, j'ai recréé des liens avec le mouvement indépendantiste, des gens qui m'appuient, avec le mouvement syndical. Et c'est important de le faire. Et moi, je pense que oui, tout à fait. Le Parti québécois, c'est un parti fondamentalement social-démocrate. C'est un parti indépendantiste. Mais peut-être qu'on ne s'est pas assumé dans les dernières années. On a essayé d'aller dans des courants de ce qu'on voyait peut-être plus dans les médias. Et je pense que ça nous a nui. Franchement dire, je pense que ça nous a nui. Et moi, je suis très confiante. Et vous savez, à l'intérieur du Parti québécois, moi, j'ai fait toute ma carrière en développement économique, là, avec les chambres de commerce, avec l'Association du Conseil de l'industrie forestière, l'Association minière du Québec, l'Association des grands consommateurs industriels du Québec, même avec la Fédération des chambres de commerce du Québec, je sous-traitais l'organisation d'événements. Je suis capable de rallier la droite et la gauche. Mais fondamentalement, un gouvernement, on est là pour qui? On est là pour les citoyens. L'État, c'est l'outil des citoyens. On est là pour les représenter. On est là pour s'assurer qu'il y a les meilleurs services possibles. On est là pour assurer une protection. C'est ça le rôle d'un gouvernement. Puis créer des emplois aussi. Mais c'est l'outil des citoyens. Et les citoyens corporatistes, bien, il y a des citoyens qui travaillent à l'intérieur des citoyens corporatistes, mais les gens qui votent, ce sont les citoyens. Et donc, je pense qu'il faut revenir à cette mission fondamentale-là. Et le modèle québécois qui a été pourfendu, qui est dénigré, on voit encore aujourd'hui. Écoutez, c'est grave là, ce qu'on a vu dans les journaux aujourd'hui, là.
le Parti libéral, M. Couillard, M. Létao, qui est en train de vouloir privatiser les sociétés d'État. Et quand je vous dis, là, c'est de la privatisation, le saccage du CPE, c'est de la privatisation qu'ils sont en train de faire. Au lieu d'offrir les places au public, ils sont en train de favoriser les garderies privées. Dans le système de santé, là, et vous le vivez ici, là, la centralisation, l'hypercentralisation qui est en train de se mettre en place avec des hyperstructures, qu'est-ce que ça va favoriser, ça? Ça va favoriser la privatisation parce que les services vont être de moins en moins accessibles. Puis à un moment donné, quelqu'un a besoin de se faire soigner. Et là, on va créer des systèmes à deux vitesses. Et ça, c'est de saccager le modèle québécois. Le modèle québécois, c'est notre force. Vous savez, si le Québec était indépendant, là, il y a un indice qui a été développé, composite, qui a été développé par l'OCDE sur la qualité de vie, le vivre mieux. Bien, le Québec, on serait les premiers de l'OCDE. En avant de la Norvège, en avant de la Suède, en avant du Danemark. Ça, c'est notre force. C'est pas pour rien que les fédéralistes, ils veulent saccager le modèle québécois. M. Couillard en tête, il le dit. Il dit, moi, je veux faire du Québec une province comme les autres. Ça, c'est très significatif comme affirmation. Dans les autres provinces, il n'y en a pas de modèle québécois. On l'appelle québécois, c'est pas pour rien. Hein? Et donc, comment on fait pour que le Québec devienne une province comme les autres? Bien, on coupe la tête du modèle québécois, puis on affaiblit le Québec. Bien, ça, c'est très néfaste. Et moi, je dis non à ça. Je dis non à ça parce que le modèle québécois, c'est notre force. C'est ce qui a permis de réduire les inégalités. C'est même ça qui a permis qu'on traverse mieux qu'ailleurs la crise économique de 2008. Donc, c'est pas juste social, c'est aussi économique et c'est ça qui assure notre stabilité. C'est précieux, ce qu'on a. Et je pense que c'est notre responsabilité comme citoyens de le préserver, de l'améliorer. C'est pas parfait, hein, on s'entend. Je vous parle pas de statu quo, mais de l'améliorer, mais pas de le détruire. Donc, Jean-François Desaulniers de Radio X, ça devrait être assez court comme question et comme réponse. Ça rejoint justement ce dont vous venez de parler quand on parlait de privatisation des sociétés d'État. Peut-être que c'est un ballon aussi. Je voulais vous entendre sur, parce que là, il y a deux choses dans votre plateforme. En même temps, en contrepartie, on parle de société d'État. Vous voulez créer une nouvelle société québécoise des eaux à Shawinigan et la création d'Hydro-Québec éolien à Gaspé, quand on sait qu'on est en surcapacité là, au niveau de l'éolien. Je voulais vous entendre là-dessus, peut-être nous expliquer ça. Et deuxième volet, il y a un projet là, qui est quand même assez prometteur à Saguenay qui doit passer au BAP aussi, qui est celui de GNL. Je voulais vous entendre là-dessus. Il faut que ça passe au BAP. Puis bon, évidemment, vous n'êtes pas nécessairement en faveur de la fracturation hydraulique. Dans ce cas-ci, on ne parle pas de ça, on parle de gaz liquéfié. Mais je veux vous entendre là-dessus. Merci. OK. Hydro, il y a 3 affaires. Hydro-Québec, éolien. Écoutez, comme ministre des Ressources naturelles, j'ai fait le ménage dans l'éolien. Il y a eu des abus épouvantables de la part du Parti libéral. Les appels d'offres sortaient à 12,5 cents le kilowattheure. Moi, ce que j'ai fait le ménage, ça sortait à 6,3 cents le kilowattheure et j'ai réduit les quantités. Mais on a fait le choix, et ça, c'est un choix politique, de maintenir les emplois, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de besoin de maintenant, mais dans 10 ans, on va en avoir besoin. Et si on ferme toutes les usines, bien, dans 10 ans, on va être obligé d'importer au lieu de fabriquer ici au Québec. Mais toutefois, j'ai annoncé pendant la course à la chefferie que tous les coûts qui proviennent des producteurs privés, ce ne sont pas aux consommateurs à assumer la facture, mais c'est au gouvernement à l'assumer à même son dividende. Et vous avez raison là-dessus, c'est pas aux consommateurs à assumer cette facture-là parce que ce sont des choix politiques qu'on fait. Et je crois, puis pour y avoir été au gouvernement, que si le gouvernement a assumé le coût de ses décisions, il va être beaucoup plus prudent dans ses décisions. Donc, et la suite de l'éolien au Québec, Hydro-Québec éolien, c'est Hydro-Québec a une expertise extraordinaire en dynamique des fluides, puis ça, c'est de l'éolien, là. La dynamique des fluides, ce qui tourne dans les turbines ou le vent qui tourne dans les pales. Et de le confier à Hydro-Québec, ça va permettre une meilleure intégration et ça va permettre de réduire des coûts parce qu'on n'aura pas d'intermédiaire. Parce que là, on a un intermédiaire qui est juste le gestionnaire du parc, qui fabrique rien, qui fait juste gérer le parc. Donc, il n'y a pas une grosse valeur ajoutée. Et donc, moi, je pense qu'on a tout avantage à réduire les coûts. Et l'éolien et l'hydraulique, c'est la meilleure combinaison qu'on peut avoir, étant donné que l'éolien, c'est intermittent et que l'hydraulique, on est capable de bouger en fonction du vent très, très facilement. Ce qu'on ne peut pas faire avec une centrale nucléaire, par exemple. Donc, et pourquoi à Gaspé? Parce que je crois aux régions. Et je crois que tout ne doit pas être localisé et à Montréal et à Québec.
Et à Gaspé, il y a des manufacturiers qui sont à Gaspé, mais on a aussi le cégep de Gaspé, qui a une formation spécifique, une technique spécifique sur la maintenance et la fabrication des éoliennes. Donc, on peut créer là un créneau d'expertise. La même chose pour la Société québécoise des eaux, parce qu'encore là, le gouvernement ne doit pas être juste à Montréal, à Québec, à Shawinigan qui est centrale, mais qui en a de besoin aussi. Puis pourquoi la Société québécoise des eaux? C'est parce que je propose un programme d'1 milliard qui va créer 10 000 emplois pour la désinfection des eaux. On a actuellement du traitement que j'appelle primaire. Il reste des pathogènes, il reste des médicaments, il reste des bactéries. À la sortie des usines d'épuration, je vous le dis, allez pas vous baigner là. C'est pas santé. Et je pense que le programme d'assainissement des eaux là, date des années 80, ça s'est fini dans les années 90. Là, on est dû pour la prochaine étape qui est la désinfection pour améliorer nos cours d'eau. Puis en même temps, c'est une expertise, puis une expertise qui est exportable. Et en faisant comme ça des programmes sur 10 ans avec une société avec une expertise forte, parce qu'on le sait, l'expertise dans l'État, c'est important. Le MTQ, là, quand ils ont commencé à sous-traiter la préparation des appels d'offres au privé, puis à sous-traiter le suivi des projets, bien là, on a vu la commission Charbonneau avec la corruption et la collusion, puis c'est 30 % trop cher, les projets d'infrastructure. C'est 10 milliards par année qu'on met en infrastructure. C'est 3 milliards qu'on a payé pour rien par année. De l'argent, là, il y en a, là, hein? Mais ça, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est pour ça la Société québécoise des eaux, une expertise qui va préparer les appels d'offres, après ça, qui vont être octroyés aux entreprises privées, qui va faire la construction de la désinfection. Mais ça sera la Société québécoise des eaux qui va faire le suivi des projets pour s'assurer que c'est correct. Parce que quand même, le marché québécois n'est pas assez gros. C'est après ça, tout le monde se change de rôle. Et finalement, votre prochain GNL, je m'excuse. Ben oui, en attendant que les réseaux de gaz puissent se rendre jusqu'aux consommateurs, moi, je pense que la meilleure solution, c'est du gaz naturel liquéfié, tant pour la Côte-Nord que pour les projets dans le Grand Nord. Je pense que c'est la meilleure solution. Et c'est économiquement rentable de le faire. Fait que c'est un moyen de transition. En attendant. Merci beaucoup. J'ai octroyé du temps de plus à Mme Ouellette. Je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à tout le monde. Plaisir. Alors, notre troisième invité, et non le moindre, Pierre-Carl Péladeau. Le troisième? Oui, le troisième. Ah ouais? Oui. Qui étaient les deux premiers? Eh oui! Donc, M. Péladeau, qui avait un comité d'accueil, d'ailleurs, à l'entrée tout à l'heure, donc les employés en lock-out, les employés de garage en lock-out. M. Péladeau, d'ailleurs, s'est entretenu avec le président tout à l'heure dans le calme. Et voilà qu'il va s'adresser à vous pendant 5 minutes, les mêmes règles que pour les autres. Par la suite, Kate Tremblay de TVA va poser la première question. Et ensuite, Catherine Paradis de Radio-Canada. Donc, allez-y, M. Péladeau. Bon, merci. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous cet après-midi. La dernière fois que je suis venu ici même, d'ailleurs, à l'hôtel Chicoutimi, c'était avec mon collègue Sylvain Gaudreault, qui n'était pas collègue à l'époque parce que j'étais encore dans mes anciennes fonctions et c'était à l'occasion du 175e anniversaire du Saguenay. Donc, on avait fait une belle tournée de vélo. Et il y a quelque chose d'assez exceptionnel qui s'était effectivement produit parce que ce qui est fantastique avec le vélo, c'est que nous sommes en mesure de mieux apprécier, je dirais, la perspective socio-historique, socio-économico-historique d'une région. Quand on est en voiture, on passe toujours très vite, mais en vélo, bien, on fait le tour puis on passe partout. On passe ces barrages d'Alcan, on passe dans les quartiers populaires de Jonquière, on passe à côté des alumineries. Et nous sommes en mesure d'apprécier c'est quoi cette histoire du Saguenay, c'est quoi cette histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis par la suite, bien, nous avons dîné ici le soir à l'hôtel Chicoutimi où j'ai eu l'occasion de faire plus ample connaissance avec Sylvain. Alors faites attention, le vélo, c'est dangereux. Hein? Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé, Sylvain et moi? Et d'ailleurs, la petite anecdote veut que je lui ai passé mon fauteuil roulant. Hein? Un fauteuil qui, d'ailleurs, est de fabrication québécoise. La petite anecdote veut qu'à un certain moment, il y a quelqu'un qui m'appelle. Il dit « Je veux absolument vous rencontrer, M. Péladeau. » Je dis « Ben oui, avec plaisir. » Alors, il vient à la maison et puis il dit « J'aimerais vous offrir un fauteuil. » Je dis « Ah oui, pourquoi? »
Il dit, vous savez, j'ai quelque chose à vous dire, M. Péladeau. Peut-être que vous ne le savez pas ou vous ne vous souvenez pas de ça. Là. Mais en 2007, là, vous m'avez donné une bourse, la bourse Pierre Péladeau, de 50 000 $. Et ça m'a permis de lancer mon entreprise. Puis aujourd'hui, je fabrique 400 fauteuils à Saint-Roch-de-Lachigan et j'en vends dans 14 pays. Alors, j'ai eu le bénéfice de partir ou de finir, je dirais, mon séjour en fauteuil sur justement de la fibre de carbone. Je te dis que ça clenchait super. Et puis après ça, je l'ai passé à Sylvain. Et ce fauteuil trône toujours dans mon bureau actuellement. À l'Assemblée nationale, on ne sait jamais, ça peut être utile. Alors, ça me fait plaisir d'être ici, dans cette région, dans la mesure où j'ai eu l'occasion de faire toutes les régions du Québec durant la tournée, que ce soit des îles de la Madeleine, en passant par la Côte-Nord, l'Abitibi, l'Estrie, l'Outaouais. Et j'ai cru que c'était la bonne affaire, la bonne chose que de terminer cette campagne, justement en venant à la rencontre des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec mon collègue Sylvain. Pour que nous puissions avoir une discussion franche et ouverte avec nos militants. Ça va avoir lieu un petit peu plus tard durant la journée. Justement, donc, cette tournée qui a été absolument enrichissante en ce qui me concerne, de pouvoir rencontrer tous ceux et celles, parce qu'il n'y a pas de Québec sans la force de ces régions. Et tristement, nous le constatons actuellement depuis la dernière année, contrairement à la promesse électorale qui disait que le Parti libéral était celui des régions. Le résultat des courses, c'est que plutôt nous les avons abandonnés au Parti libéral sous toutes sortes de facettes, que ce soit l'abandon des CLD, que ce soit celui des Carrefour jeunesse, que ce soit la consolidation des fonctions administratives en matière de santé, en matière d'éducation. Les centres décisionnaires quittent pour Québec, pour une volonté de consolidation de la part des ministres et qui vient faire en sorte justement d'impacter de façon très néfaste nos économies régionales. C'est vrai pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais c'est vrai autant pour l'Abitibi, c'est vrai pour la Gaspésie, c'est vrai pour la Côte-Nord. Et s'il y a quelque chose qui nous réunit au Parti québécois, c'est justement la volonté de défendre nos régions. Et nous avons justement l'occasion dans notre équipe d'avoir de très nombreux collègues qui, notamment comme Sylvain, mais l'autre Sylvain Roy, le député de Bonaventure, qui milite systématiquement pour la force de nos régions, parce que c'est notre histoire, c'est notre économie et c'est notre avenir aussi. Alors, si systématiquement nous sommes en train de déconstruire le modèle québécois parce que nous nous attaquons aux régions, j'ai bien peur que la situation économique dans les années qui viennent va subir un impact majeur qui va être préjudiciable à l'ensemble de l'économie du Québec. Il y a quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, justement ici, mais c'est vrai ailleurs. C'est cette nécessité de nous engager avec une véritable politique industrielle. J'ai eu l'occasion, durant la course, mais surtout et avant tout durant ma carrière de dirigeant d'entreprise, d'avoir un réflexe d'intégration à l'intérieur de nos activités. Et lorsque nous constatons, je le constatais encore lorsque je vous parlais tout à l'heure de cette tournée en vélo, que nous n'avons pas été capables, durant les 50 dernières années, d'avoir une véritable industrie de la transformation de l'aluminium. Ça m'apparaît encore une fois le signe de l'absence d'une véritable politique industrielle. Lorsque nous consentons des tarifs aussi intéressants pour l'Alcan en matière de ressources ou de revenus hydrauliques, pour les autres entreprises en aluminerie avec des tarifs que nous appelions contrats à risque partagé, est-ce que nous en avons véritablement pour notre argent? Est-ce que nous en avons véritablement pour notre nécessité, notre volonté de transformer? Parce que dans le fond, ce que nous faisons à l'heure actuelle, c'est que nous exportons notre électricité sous forme de lingots d'aluminium pour être transformée ailleurs. Et s'il y a un potentiel extrêmement important dans l'avenir, et vous le savez, parce que les qualités de ce minerai qui est transformé devient de l'aluminium, c'est la légèreté et la dureté.
ben, c'est ce qui est nécessaire aujourd'hui pour diminuer la consommation d'énergie, diminuer la consommation de pétrole, qui est une réglementation implantée aux États-Unis depuis de nombreuses années. Et c'est pas pour rien que les fabricants automobiles se tournent vers l'aluminium pour leurs pièces, parce que justement, c'est pour rencontrer les standards qui sont ceux concernant la diminution ou la réduction de consommation d'énergie. Toute la planète, et je suis heureux d'être associé avec Sylvain sur ses préoccupations environnementales, ces préoccupations qui veulent que nous diminuions notre empreinte à l'égard des gaz à effet de serre. Et ça va se faire justement en faisant en sorte, d'une part, de diminuer notre consommation d'énergie et d'hydrocarbures et d'autre part, d'accélérer l'électrification des transports. Ce sont des chantiers qui, indéniablement, du côté du Parti québécois, font l'unanimité. Et c'est certainement là aussi un engagement sur lequel je m'engage ou un engagement sur lequel je vais me diriger si j'ai le privilège d'être choisi chef du Parti québécois et pour la suite des choses, éventuellement, donc de former un gouvernement. J'ai beaucoup de signaux non-verbaux. Vous avez un peu dépassé. Ah, je suis désolé. Donc, on y va avec Kate Tremblay de TVA pour commencer. Ensuite, Catherine Paradis de Radio-Canada. Louis Tremblay du Quotidien ensuite. Monsieur Pellado, est-ce que vous pensez que la campagne que vous avez menée vous permettra d'obtenir un fort mandat? Écoutez, ce seront les militants qui vont décider à partir de mercredi jusqu'à vendredi. Ce que j'ai eu comme réaction partout en région, et également que ce soit à Sherbrooke, à Québec, à Trois-Rivières et à Montréal, ce sont des réactions qui sont très positives. Et je dois vous dire que certainement, ce n'était pas le scénario que j'envisageais lorsque, à Saint-Jérôme, accompagné de Mme Marois, je me suis présenté dans la circonscription pour être élu député de Saint-Jérôme. Alors, nous connaissons l'issue. Ce n'était pas ce que nous souhaitions. Vous connaissez, je faisais référence à cet accident qui m'a vu arriver à l'Assemblée nationale, pas nécessairement dans le meilleur des états. Mais c'est certainement à l'automne que j'ai eu l'occasion d'accepter de nombreuses invitations par les assemblées générales du Parti québécois. Ça s'est démarré du côté des Laurentides. Oui. Et j'ai senti un enthousiasme de la part des membres, des militants. Et ces invitations-là se sont multipliées. Et c'est par ces choses, par ces éléments que j'ai décidé de proposer ma candidature parce que j'ai senti une volonté de la part des militants et des membres du Parti québécois de nous engager vers l'objectif du Parti québécois, son article 1, l'indépendance et la souveraineté du Québec. Catherine Paradis de Radio-Canada, ensuite Louis Tremblay du journal Le Quotidien. Y a-t-il des règles pour les réponses? Je ne connais pas vos règles, alors comme vous ne les avez pas dites, alors en fait, plus les réponses sont courtes, plus on les aime. OK, bon, OK. Bon. Un clip. Oui. Monsieur Pellado, c'est la dernière journée de la campagne ici. C'est la dernière journée de la campagne. Est-ce que vous pouvez faire le bilan des jours que vous avez passés sur la route à essayer de courtiser les membres du Parti québécois pour vous retrouver dans la position où vous êtes là à la veille du premier vote? Bien, c'est pas tout à fait, permettez-moi de vous reprendre, la dernière journée. Je pense qu'on peut faire campagne mercredi, jeudi, jusqu'à vendredi, parce que les bureaux, pas les bureaux, mais le téléphone et l'Internet est disponible, je pense, que jusqu'à 17h. Ceci étant, bon, pour répondre à votre question, c'est un petit peu dans la foulée de ce que je répondais à votre collègue. Oui, ça a été extrêmement enrichissant. Comme je le mentionnais, ça a démarré plutôt du côté de ma circonscription, La Chute, Saint-Eustache. Et là, par la suite, bien, ça a été, je dirais, la tournée du Québec. Ça a commencé dans le bas du fleuve avec mes collègues Harold Lebel et Pascal Bérubé, Matane, Rivière-du-Loup, Rimouski, La Pocatière. Et puis par la suite, cette tournée qui a fait couler beaucoup d'encre parce que j'ai pris un avion, imaginez-vous, pour aller aux îles de la Madeleine, à Bonaventure, à Gaspé. Oui, je suis très satisfait. Je suis très satisfait d'avoir été à la rencontre des militants et ce sont des centaines de militants un peu partout à chaque occasion que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et ça a été très, je répète, excusez-moi, enrichissant dans la mesure où c'est avec le contact des militants qu'on est en mesure de mieux s'abreuver, de mieux faire en sorte de bien
assimiler, apprécier les expectatives, les perspectives des membres du Parti québécois. Et j'ai senti chez eux une véritable volonté que nous parlions de l'indépendance et de la souveraineté du Québec. Une véritable, peut-être aussi, une mise en contexte du fait que durant la campagne électorale, peut-être que nous n'en avions pas suffisamment parlé et peut-être que nous n'étions pas prêts à en parler. Louis Tremblay du journal Le Quotidien. Ensuite, Jocelyn Proulx. La première règle pour la journée d'aujourd'hui, M. Pellado, c'est que M. Godreau aurait dû s'asseoir dans la salle comme les autres candidats qui étaient seuls en avant. Mais somme toute, avant d'être premier ministre du Québec, il faut que vous gagniez une bataille et les deux autres candidats qui vous ont précédé misent sur un deuxième tour. Et Alexandre Cloutier mise beaucoup sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est 10 % des membres du Parti québécois. Est-ce que vous craignez que votre passé particulièrement dur à l'endroit des syndicats vous rattrapera pas dans une région où il y a des syndicats extrêmement puissants et où il y a un fort taux de syndicalisation? Oui. Bien, écoutez, ce sera aux membres de déterminer. Oui, vous avez raison probablement de mentionner la proportion importante des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a d'autres régions. Moi, ce que je pense et ce que j'ai lu et entendu donc, durant ma tournée au Québec, c'est la nécessité et la volonté de nous engager pour créer des entreprises et créer des emplois. Nous sommes trop souvent tributaires des grandes entreprises, des multinationales qui, aussi vite arrivées, aussi vite parties. Alors que vous connaissez mon engagement dans le domaine économique. Vous connaissez également probablement aussi mon engagement pour l'entrepreneurship. J'ai été président du conseil de la Fondation durant de nombreuses années. Je suis d'ailleurs venu ici à Chicoutimi dans le cadre de cette fonction pour vanter les mérites de l'entrepreneur. Je considère que créer des entreprises, créer des PME va nous permettre d'avoir un tissu économique beaucoup plus solide, qui est moins assujetti aux fluctuations, particulièrement en région, parce que des fois, nous misons trop souvent notre économie sur le prix des métaux. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure au niveau de la transformation. Engageons-nous avec une véritable politique industrielle, pas pour exporter purement et simplement notre minerai, mais pour le transformer, parce que nous avons tous les outils nécessaires. Nous avons des tarifs énergétiques extrêmement concurrentiels. Nous avons investi durant les dernières décennies dans le domaine de l'éducation. Alors, systématiquement, à chaque année, nous avons des finissants de nos écoles de génie, que ce soit l'ETS, que ce soit Polytechnique, que ce soit tout ce tissu universitaire que nous avons implanté depuis les dernières décennies. Alors, lorsque vous avez de la matière grise, lorsque vous avez des tarifs énergétiques et lorsque vous avez une volonté de construire et une politique industrielle qui est digne d'une nation et d'un peuple, bien, je pense que c'est la bonne direction dans laquelle nous devrions nous engager. Je vais vous relancer là-dessus, M. Pellado, parce que je crains que vous n'ayez pas répondu à la question. En fait, on vous demande si votre passé, parce que, par exemple, les journalistes se sont présentés sur les différentes lignes de piquetage. Il y en a qui vous qualifient de champion des lock-outs. Il y a toutes ces questions sur le Code du travail. Vous êtes dans une région où il y a 450 personnes qui sont à la rue. Alors, la question est la suivante. Est-ce qu'il y a des modifications à apporter? Et ce qui se passe en ce moment dans notre région, est-ce que, selon vous, ça devrait être possible? Bien, je vais vous réitérer ce que je disais tout à l'heure. Donc, dans cette tournée des régions, moi, je n'ai pas senti de la part des citoyens et des citoyennes une préoccupation particulière. Alors, je ne fais qu'être le messager en cette matière. Ce que j'ai compris, c'est qu'on souhaite créer des entreprises. On souhaite faire en sorte, justement, qu'il y ait un tissu de PME qui évite que nous soyons justement assujettis systématiquement à la fluctuation des prix du métaux. Et lorsque on tombe en bas de 50 $ pour la tonne de fer, alors à ce moment-là, bien, on ferme nos mines et c'est certainement pas ce qu'on souhaite se produire. J'ai bien entendu votre Maintenant, rapport. s'il y a une problématique ici particulière, celle des concessionnaires, j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Bouchard. Je lui ai mentionné que je ne suis pas au fait des tenants et aboutissants de ce conflit particulièrement, et je l'invite à faire en sorte de faire pression auprès du gouvernement pour que cette négociation puisse aboutir. C'est certain que de voir 450 familles et ne pas avoir de travail, de subir un conflit de travail, c'est certainement pas ce qui est souhaitable aujourd'hui, en 2015. Vous terminez votre tournée au Saguenay-Lac-Saint-Jean et vous dites que vous n'êtes pas au fait du conflit qui dure depuis 2 ans. Donc, quelle est la réponse que vous donnez aux travailleurs?
Moi, j'ai eu l'occasion de leur donner tout à l'heure. Et vous ne voulez pas répondre à cette question? Bien, je viens de vous donner la réponse. Parfait. Prochain tour, Laval-Gagnon, ensuite Kate Tremblay de TVA. Oui, M. Pellado, vous avez, lorsque vous êtes entré en politique et à la chefferie, vous avez bien indiqué que votre première motivation, c'était de réaliser l'indépendance, la souveraineté du Québec. C'est encore le cas, évidemment. Tantôt, j'ai posé la question à Mme Ouellette, on regarde son programme, puis elle a plusieurs éléments, notamment rédiger une constitution, mettre sur pied une constituante, des éléments concrets qui nous mènent à, selon elle, à l'indépendance. Et quand je lui ai posé, où j'ai eu peut-être l'imprudence de vous comparer, elle et vous, au fait que vous vous êtes quand même pas si loin sur le plan de la vision de l'indépendance, elle a répondu ceci, à ma grande surprise, je l'ai noté. Elle dit, Monsieur Pellado, c'est le maintien de l'ambiguïté, ça ressemble au programme de Legault. Alors, est-ce que, d'une part, votre engagement pour l'indépendance, en tout cas, vous ne semblez pas avoir diminué de motivation, mais d'autre part, est-ce que le fait de ne pas proposer une démarche ne met pas en doute, dans le fond, comme le souligne Mme Ouellette, j'allais dire, la solidité de votre engagement? Écoutez, moi, je pense que j'ai été très clair lorsque je me présentais en politique avec Mme Marois. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Et il n'y en a toujours pas. J'ai une carrière derrière moi et si je l'ai quittée alors que ça allait plutôt bien, mes affaires, c'est parce que je souhaite faire du Québec un pays. J'ai mentionné durant la campagne que je souhaitais, si j'avais le privilège d'être choisi chef du Parti québécois, de créer un institut de recherche appliquée sur l'indépendance. Et durant les 3 années et demie, parce que je l'ai fréquemment dit, il y a la bonne et la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes dans l'opposition pour les 3 années et demie qui viennent. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans l'opposition pour les 3 années et demie qui viennent et que nous aurons l'occasion de justement en parler, la souveraineté. Trop rapidement et trop souvent, durant la campagne électorale, il y a eu ce raccourci, cette adéquation qui a été faite entre le référendum et la souveraineté, ou la souveraineté et le référendum. La souveraineté, c'est bien d'autres choses qu'un référendum, le référendum n'étant qu'une modalité. Alors, nous aurons l'occasion justement d'en parler de la souveraineté, de la décliner dans toutes ses facettes, que ce soit la souveraineté énergétique, que ce soit la souveraineté territoriale, culturelle, sur les télécommunications, judiciaires, fiscales, au niveau du droit criminel, toutes ces compétences qui ne nous appartiennent pas, et évidemment aussi des questions concernant donc le processus d'accession à l'indépendance, dont notamment le référendum et la constituante ou le projet de constitution préliminaire qui pourrait être fait. J'ai eu l'occasion de présenter à l'intérieur de notre équipe des talents exceptionnels, notamment au niveau de la constituante, un gars qui s'appelle Daniel Turp, qui a été député du Bloc québécois, député du Parti québécois. C'est un constitutionnaliste aujourd'hui qui enseigne à l'Université de Montréal. Je pense qu'il a tous les talents. Et j'ai, notre équipe, l'occasion et le privilège d'avoir toute une gamme d'expériences, d'expertise qui vont justement travailler dans le cadre de cet institut pour faire l'argumentaire requis afin de convaincre la grande majorité des Québécois des bienfaits et des bénéfices de l'indépendance du Québec. Bien sûr, bien sûr. Donc, Kate Tremblay de TVA et ensuite Normand Boivin. Oui, M. Pellado. Petite question qui vient de mon collègue à Québec, M. Alain Laforêt, on vous a connu quand même dans une campagne, parfois certaines phrases qui faisaient plus réagir que d'autres, certaines choses. Ce qu'il me rappelait, c'est qu'en fin de semaine, vous avez... comparé les députés caquistes et certains députés libéraux à Elvis Gratton. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui? Écoutez. Semble-t-il que ça fait jaser beaucoup dans le secteur de Québec aujourd'hui. Bon, mais c'est intéressant. Vous demanderez à M. Drolet s'il a joué au hockey avec Jean Béliveau. Donc, Normand Boivin et ensuite Pierre-Paul Biron du Journal de Québec. M. Pellado, vous avez mentionné tout à l'heure que vous aviez fait une tournée du Québec, vous aviez rencontré beaucoup de gens. J'aimerais savoir si, au cours de cette campagne-là, si ces rencontres-là avec les militants vous ont appris des choses qui faisaient en sorte que vous avez changé peut-être vos façons d'aborder, parce que comme politicien, on n'a pas eu le temps beaucoup de vous connaître. On vous a plus connu comme homme d'affaires, mais comme politicien, est-ce que cette tournée-là du Québec a ébranlé
Il ne sera pas là. Ouais. Si ça a ébranlé des convictions que vous aviez ou si, et si ça a modifié un peu la façon dont vous allez vous devenir chef du PQ, par exemple, si vous le devenez, ou est-ce que ça n'a pas eu... Écoutez, moi, j'ai été très heureux d'aller à la rencontre des militants. J'ai appris à leur contact, j'ai appris au dialogue que nous avons engagé. Je pense que c'est un processus tout à fait normal et également les militants ont appris à mon sujet parce qu'ils sont un peu comme vous savez, hein? Ils ne me connaissent pas, alors c'était l'occasion d'échanger, de se faire connaître, de pouvoir aller davantage en profondeur sur les convictions qui m'animent et puis les valeurs qui sont celles que je considérais que nous devons mettre de l'avant, c'est-à-dire la protection de notre modèle québécois parce que nous avons hérité de cette histoire qui est singulière. Je sais qu'il y en a des fois qui n'aiment pas qu'on parle d'histoire, mais moi je considère que notre histoire est très importante. Nous devons être fiers de notre histoire parce qu'elle nous a configurés et elle nous motive à aller encore davantage en avant. Lorsque, depuis les 50 dernières années, nous avons décidé comme collectivité de nous prendre en main, de faire en sorte que notre destinée économique ne soit pas nécessairement et uniquement le lot de quelques autres ailleurs, que ce soit à New York, à Londres, mais que nous avons créé chez nous des entreprises, ici notamment, et ça me fait énormément plaisir de le raconter, que CGI, c'est né dans un garage ici, à Chicoutimi, et qui aujourd'hui, avec 80 000 personnes, est en mesure de pouvoir être une vitrine de notre succès. Pourquoi? Parce que, justement, il y a des gens, des hommes et des femmes qui ont investi dans l'éducation et qui se sont engagés dans la prise en charge de la destinée économique. Et des CGI, on en veut des dizaines, des centaines et des milliers. Je me suis engagé également en politique pour protéger nos sièges sociaux. Parce que regardez qu'est-ce qui s'est passé. Encore aujourd'hui, lorsqu'on se fait acheter nos entreprises comme Alcan, ce sont des pertes d'emploi qui en subissent. Alors, c'est ça qui se produit. Alors, l'important pour moi, c'est, d'une part, de continuer à créer le tissu industriel de nos PME. Parce qui aurait dit, il y a 40 ans, que CGI serait ce qu'elle est aujourd'hui? Mais il y a 40 ans, justement, il y a un homme ou des hommes et des femmes qui se sont assis ensemble qui ont dit, on va démarrer en affaires. Et c'est pour ça que c'est important encore aujourd'hui de motiver et de créer les conditions gagnantes pour que des hommes et des femmes continuent à se réunir, continuent à vouloir transformer l'économie et à s'engager parce que dans 30 et 40 ans, ce seront nos grandes entreprises que nous créons dès aujourd'hui, que si nous coupons les vivres, comme la politique du Parti libéral le fait, en abolissant, dans le fond, les CLD, je pense qu'on est très, très mal parti. Pierre-Paul Biron du Journal de Québec et Annie-Claude Brisson du groupe Antenne 6. Monsieur Pellado, vous tenez votre dernier rassemblement militant de cette course-là ici à Jonquière. Ça peut apparaître une surprise pour certains parce que c'est pas ici que vous avez été le mieux reçu au cours de cette course-là. On en a la preuve. Il y a un petit comité d'accueil encore aujourd'hui. Alexandre Cloutier s'est dit surpris de voir que vous terminiez la course ici, mais se réjouissait aussi à quelque part parce qu'il disait peut-être que son équipe réalise qu'il y a du travail à faire ici dans la région. Est-ce que, pourquoi Jonquière? Pourquoi terminer ici aujourd'hui? Et est-ce que vous croyez que la région, vous nous avez beaucoup parlé des autres régions du Québec, est-ce que vous croyez que la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean peut avoir un impact important dans la fin de la course à la chefferie? Toutes les régions sont importantes, vous savez, et ça m'a fait extrêmement plaisir justement d'aller à la rencontre des citoyens et des citoyennes partout au Québec. Chaque région a ses spécificités, sa singularité, ses enjeux. Et moi, c'est toujours très important, justement, que je m'abreuve de ces enjeux locaux parce que nous avons l'occasion de rencontrer ceux et celles qui évoluent de façon quotidienne à l'intérieur du groupe. Bon, c'est sûr qu'en même temps, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce n'est pas pour moi une inconnue. Vous savez, et lorsque j'étais aux affaires, nous avons investi des sommes phénoménales, très importantes. On a créé de l'emploi de façon significative, que ce soit chez Vidéotron ou avec la reprise de Blue Buzz, également donc d'autres activités. Alors, j'ai toujours apprécié venir et je faisais mon tour 2-3 fois par année. Alors, elle ne m'est pas complètement inconnue et je continue à penser que, justement, il existe ici une volonté de réussir et ça me fait toujours plaisir de rencontrer les citoyens et les citoyennes du Saguenay. Est-ce que vous estimez que vous êtes en retard un petit peu vis-à-vis à d'autres candidats de la course à la chefferie ici dans la région? Non, pas du tout.
Annie-Claude Brisson du groupe Antenne 6 et Catherine Paradis ensuite de Radio-Canada. Dans la dernière semaine, il y a eu des références à des traits de caractère, des comportements qu'on pourrait qualifier de douteux. Advenant de victoire dans votre cas, quel sort vous allez réserver à un député comme Alexandre Cloutier, qui est beaucoup plus prudent sur la souveraineté, faisant référence entre autres à son registre d'1 million de citoyens via Facebook, à Martine Ouellette, qui est peut-être un peu plus loin de vos idées économiques. Quel sort allez-vous leur réserver à l'interne parce que vous n'allez pas redevenir tous amis main dans la main? Moi, je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui nous rassemble et puis qui va faire en sorte que ce rassemblement s'effectue très rapidement. C'est l'indépendance du Québec. Si nous sommes engagés au Parti québécois, c'est que nous sommes surtout et avant tout des indépendantistes et des souverainistes. Et c'est notre mission, c'est notre objectif. Et c'est cet objectif qui devrait nous rassembler. Oui, exact. Ça, je peux bien comprendre. Mais de voir Alexandre Cloutier beaucoup plus prudent dans l'idée de la souveraineté, est-ce que pour vous, ça va être un affront ou... Bien, je ne crois pas qu'Alexandre soit prudent. Je pense qu'il y a des convictions aussi profondes que les miennes en matière de souveraineté. Moi, c'est mon sentiment. Puis, en ce qui concerne Martine, bien, elle aussi, je pense qu'elle n'a d'aucune façon caché cette véritable motivation qui est la sienne de faire du Québec un pays. Maintenant, lorsque nous aurons un pays, bien, nous aurons la capacité de déterminer de quelle façon nous allons le gouverner. À l'heure actuelle, puisqu'il y a 2 niveaux de gouvernement, bien, nous ne sommes pas maîtres en notre pays, nous ne sommes pas maîtres des compétences qui appartiennent au gouvernement fédéral. Et tristement, nous avons vu que depuis un certain nombre d'années, on envoie des sommes phénoménales à Ottawa et nous n'avons pas la contrepartie. Combien Ottawa a mis dans le domaine de l'industrie forestière? Alors qu'elle a mis des centaines de millions, pour ne pas dire des milliards, dans l'industrie automobile en Ontario et la même chose dans l'industrie pétrolière en Alberta. Pourtant, notre argent, là, nous l'envoyons à Ottawa. Est-ce qu'on devrait... c'est légitime de pouvoir demander qu'on puisse avoir aussi notre retour sur l'investissement que nous faisons à Ottawa, en foresterie, la recherche. Qu'avons-nous fait pour justement stimuler la création de nouveaux produits dans le domaine de la fibre de bois? Rien du tout. Mais c'est ça aussi la mission d'un gouvernement. Mais il ne faut pas se le cacher non plus. Puisque le gouvernement conservateur, pour la première fois majoritaire, a été élu sans l'appui du Québec, sans une représentation adéquate. Et puis, vous ne me ferez pas croire que c'est Denis Lebel qui va diriger le gouvernement de M. Harper. La base électorale du gouvernement est albertaine et torontoise. Et alors, c'est ça qui est pour eux, l'objectif majeur, c'est de satisfaire les attentes de cette base électorale. En ce qui concerne le Québec, nous sommes devenus quantité négligeable et c'est la raison pour laquelle les investissements du gouvernement d'Ottawa sont si minuscules. La dernière question va à Catherine Paradis. Il nous reste quelques minutes. Monsieur Pellado, on a entendu des 2 autres candidats qui s'attendent vraiment à avoir un 2e tour. Quelles sont vos prédictions? Pensez-vous qu'il va y avoir un 2e tour et souhaiteriez-vous avoir un 2e tour? Non, je ne souhaite pas avoir un 2e tour. Je pense qu'il m'apparaît essentiel que, justement, dans cet objectif qui est le nôtre, celui de faire du Québec un pays le plus score élevé que le candidat ou la candidate sera réalisé pourra être la meilleure solution pour notre option politique. Et quel message s'envoie si jamais il y en a un? Est-ce qu'à ce moment-là, vous allez considérer que vos appuis sont plus divisés que vous le pensiez? S'il y a un 2e tour, ben on verra. C'est hypothétique, là. Je pense qu'on aura l'occasion, le cas échéant, d'en parler. Parfait. Merci à vous tous d'avoir été très nombreux. Je pense qu'on a battu un record d'assistance aujourd'hui.